La réforme du pacte est indéniablement un projet ambitieux. L'ensemble des mesures prévues sont interdépendantes et forment un système globalement cohérent. L'école pourrait bien prendre le chemin du changement. Nos étudiants seront demain les enseignants du tronc commun. Tous dans leurs équipes respectives auront la responsabilité partagée de faire de l'école une institution plus démocratique en amenant tous les élèves à la maîtrise des savoirs de base. Quel rôle avons-nous, formateurs d'enseignants, à jouer dans la mise en place effective du pacte d'excellence? Comment pouvons-nous participer à la réussite d'une école pour tous les élèves qui soit plus démocratique et inclusive? Le développement d'une identité professionnelle forte nous semble important. Il s'agit d'amener les étudiants à prendre la pleine mesure des enjeux de la profession, à identifier ce qu'implique concrètement d'être enseignant d'un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire. Il s'agit en effet de concevoir des dispositifs d'enseignement qui permettent à chaque élève d'apprendre à son rythme. Le redoublement devrait diminuer de moitié d'ici 2030. La logique de promotion automatique devrait être la règle. Le redoublement doit rester exceptionnel, n'être proposé qu'en dernier recours si les mesures d'accompagnement personnalisées, solides et adaptées à l'élève n'ont pas porté leurs fruits. Il est probable que l'hétérogénéité des groupes augmente, d'autant plus avec la réforme de l'enseignement spécialisé qui vise l'inclusion dans l'ordinaire de tous les élèves présentant des troubles d'apprentissage. La gestion de l'hétérogénéité accrue impliquera vraisemblablement la généralisation de certaines pratiques encore marginales aujourd'hui. À ce propos, des expériences pilotes font actuellement l'objet de recherches. Certains collègues du département y sont appliqués. Il s'agit notamment d'expériences de co-enseignement, de pratiques collaboratives et de pratiques d'enseignement explicite. De nombreuses expériences de collaboration existent actuellement dans les écoles. Elles sont souvent les résultantes de volontés personnelles ou d'un leadership d'équipe. Elles sont amenées à devenir la norme de manière beaucoup plus formelle qu'aujourd'hui. La clé de réussite de ce changement repose donc au sein des écoles sur une triple dynamique de responsabilisation, d'autonomie et de collaboration. En effet, la gestion d'élèves qui en sont à des stades différents de leur apprentissage gagne à se concevoir en équipe et de manière cohérente au fil du cursus scolaire par un travail sur le continuum pédagogique. Le développement d'identité professionnelle ne pourra faire l'économie d'un travail en profondeur relatif à l'évaluation des apprentissages. La mise en œuvre du pacte implique une nécessaire mise à plat et une réelle déconstruction et reconstruction des conceptions du rôle de l'école obligatoire, de l'apprentissage ou encore de la motivation. Cette double question d'évaluation des apprentissages et de la différenciation pédagogique est par ailleurs indissociable des contenus d'apprentissage visés, définis dans les nouveaux référentiels du tronc commun. Ces nouveaux référentiels sont bien plus explicites et précis que les actuels socles de compétences. Ils se veulent en effet des repères ou des balises pour situer les enfants dans leurs apprentissages et aider à la mise en place d'actions pédagogiques adéquates. Leur but premier est de formaliser et délimiter précisément le curriculum visé pour chaque année du tronc commun et éviter ainsi les disparités d'exigences implicites entre écoles. Les référentiels sont donc des outils pour concevoir et réguler l'apprentissage. Ils ne visent ni à sélectionner ni à arrêter un élève dans son parcours. Ce travail de compréhension et d'appropriation des nouveaux référentiels, mais aussi la maîtrise des nouveaux contenus prévus par le tronc commun, mérite toute notre attention en formation initiale. Ces nouveaux référentiels doivent aussi être l'occasion de poursuivre et d'intensifier la formation didactique de nos étudiants, dans la mesure où une maîtrise la plus pointue possible des disciplines à enseigner, de leurs noyaux centraux, des prérequis et obstacles à dépasser est un outil nécessaire à la compréhension des difficultés d'apprentissage et partant à la construction de dispositifs d'enseignement-apprentissage pertinents. Le travail à mener à ce niveau en formation initiale est d'autant plus complexe que certains choix posés ou termes utilisés dans le pacte peuvent paraître maladroits et pourraient mener en fonction des interprétations à la mise en place de dispositifs d'enseignement en porte-à-faux avec les objectifs initiaux de la réforme. Ainsi, le changement de paradigme en matière d'évaluation est présenté à juste titre comme une des conditions premières de la réussite d'un tronc commun revisité. Avec la mise en place de l'évaluation formative et de la différenciation, le pacte entend apporter des réponses les plus immédiates possibles aux difficultés d'apprentissage. Pour assurer une régulation la plus immédiate possible, la réforme prévoit bien des périodes d'accompagnement personnalisées, inclus dans la grille hebdomadaire, accompagnement organisé prioritairement en classe. Mais le changement de paradigme annoncé au niveau de l'évaluation est-il vraiment possible quand la réforme ne supprime pas le redoublement au profit d'une réelle promotion automatique ? Le changement est-il vraiment possible quand les résultats de l'évaluation sommative peuvent concourir au maintien d'un élève dans une année? Le terme d'évaluation sommative reste d'ailleurs très présent dans le code, de même que les sessions d'examen et les bilans. Le changement est-il vraiment possible quand la différenciation est principalement envisagée en termes de remédiation, consolidation, dépassement? Le changement est-il vraiment possible si différencier, c'est isoler? N'est-ce pas prendre le risque de creuser les écarts et n'est-ce pas renoncer à agir au cœur même des dispositifs didactiques en tirant parti du groupe? Enfin,
Un dernier enjeu de formation initiale, et non des moindres, est lié à toute la dynamique collaborative qu'implique l'implémentation du pacte. Nous devons former nos étudiants à un réel travail d'équipe au service de tous les enfants. Cet objectif est d'autant plus difficile à atteindre que l'objet même de la collaboration, qui porte sur un réel travail de fond, le projet de l'école, n'est pas tangible en formation initiale. Comment la FIE peut-elle collaborer avec l'enseignement obligatoire pour former nos étudiants à cette dynamique collaborative centrée sur les apprentissages? Et comment reconstruire nos modalités d'entrée progressive dans la formation et aborder les stages dans ces nouvelles perspectives? Nous sommes déjà investis dans le processus du pacte. Chacun de vous connaît sans doute au moins un collègue qui s'est impliqué dans un consortium, un référentiel, une expérience. Il s'agit maintenant de compter sur cette expertise et sur la créativité du département pour actualiser la FIE en adéquation avec les enjeux de cette réforme d'envergure.